Et aujourd'hui, la France vomit la politique parce que nous avons tordu les institutions de la Ve République, ce qui fait que plus personne ne s'y retrouve. L'électeur ne sait plus comment voter. L'élu qui est venu de je ne sais où ne sait plus comment se comporter. Et nous avons tous perdu le Nord. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre application YouTube. 500 000 abonnés, 505 000 ce matin, j'ai regardé. Et donc ça monte, c'est croissant, quasiment 1 millier d'abonnés de plus par jour. Donc merci pour cette fidélité, merci de revenir chaque fois plus nombreux pour assister ou à nos podcasts ou aux éditions du Grand Entretien. Ce matin, ça sera une nouvelle édition du Grand Entretien avec un personnage particulier de la vie politique française, Jean Lassalle. Bonjour Jean. Bonjour, bonjour à tous. Vous étiez venu au début d'Omerta, Oui. et vous voilà, je disais, on a fêté les 500 000 abonnés, donc un public beaucoup plus large pour vous écouter ce matin. Je vous présente pour ceux qui vous ne connaisseraient pas. Est-ce que vous me permettez peut-être, bien sûr, allez-y. Parce qu'elle me paraît très importante. 500, 505 000, presque un millier. Un demi-million. Un demi-million, oui, mais presque un millier de gagner par jour. Ah oui, 1 millier par jour, oui. Oui. C'est considérable. Je m'en réjouis pour vous parce que je sais ce que vous faites. Je sais combien vous êtes attachés à l'histoire, combien vous êtes attachés à la réalité de notre pays et à ceux qui l'ont fondé. Oui. Et à ceux qui continuent à faire battre son cœur. Et moi, je me réjouis et j'avoue que je ne suis pas désespéré de voir les télévisions habituelles plonger du nez. Je veux le dire, je ne suis pas méchant, je veux simplement l'indiquer. Mais c'est vrai que les médias alternatifs, en ce moment, on le vend en poupe. Les médias plus traditionnels, c'est plus difficile. Voilà, il y a une sorte de rééquilibrage. Et puis, les gens aussi veulent aujourd'hui aller chercher l'information. Et donc, ils ont effectivement des relais comme nous. Je vous présente pas très... la plupart des gens vous connaissent, mais vous êtes un homme politique français, mais un homme politique français qui a un ancrage, ce qui n'est pas toujours le cas quand on observe le monde politico-médiatique parisien. C'est votre particularité. Vous avez été maire et vous êtes né à Lourdios-Icher, en Basse-Pyrénées. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé, vous parliez béarnais au téléphone. C'était d'ailleurs très intéressant, moi qui m'intéresse aux langues régionales, de vous entendre. Avec la maire de ma commune, voilà. qui avait été mon adjointe avant. Voilà, donc vous parliez béarnais, c'est bien de continuer à pratiquer ces langues. Vous avez fondé le parti Résistons et vous êtes présenté aux élections présidentielles en 2017, en 2022, et vous avez surtout passé 20 ans à l'Assemblée nationale. Et c'est à ce titre que je voudrais vous poser une question en tant qu'ex-parlementaire, en tant qu'homme politique français de renom. Quel est votre avis sur la situation que nous vivons depuis le 9 juin dernier et la dissolution de l'Assemblée nationale? Mais je pense que, comme tous ceux qui nous écoutent, et comme vous, d'ailleurs, puisque nous avons dit un mot juste, on ne peut être qu'effaré et très profondément attristé. Pour certains, c'est une surprise, pas pour moi. J'ai écrit une dizaine d'ouvrages, beaucoup pendant que j'étais député, parce que je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Et, bon, je n'ai pas été toujours celui qu'il aurait fallu peut-être, mais en tout cas, je n'ai jamais voté contre mes convictions, que je croyais être et que j'ai toujours pensé être celles de ceux qui m'avaient fait confiance. Et j'ai toujours été très attaché aux institutions de la Ve République, parce que je trouve que c'est une formidable république. Elle a tiré les enseignements des divers types de monarchies de notre pays, des 4 premières républiques, et elle a donné un pouvoir fort au président, ce dont la France a besoin, parce qu'au fond, la France, elle a une longue histoire avec son roi,
son président, elle veut que quelqu'un, quand même, la dirige. Et en même temps, elle a un très grand souci du parlementarisme, de l'échange des points de vue et du débat. Et s'il y a un pays qui aime la politique, c'est la France. Et aujourd'hui, la France vomit la politique parce que nous avons tordu les institutions de la Ve République, ce qui fait que plus personne ne s'y retrouve. L'électeur ne sait plus comment voter. L'élu qui est venu de je ne sais où ne sait plus comment se comporter. Et nous avons tous perdu le Nord. Et alors, est-ce que cette perte du Nord, vous l'attribuez à qui? Est-ce que c'est entièrement de la faute d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est l'évolution d'un système? Est-ce que peut-être que cette Ve République, finalement, elle est arrivée au bout d'un certain exercice, puisque, ou alors le président devrait démissionner? Quel est votre avis là-dessus? Quand il y a un blocage comme ça. Quand il y a un blocage comme ça, qui n'est pas nouveau, sur la 4e, il était fréquent. Hein. Oui, et puis on a eu des cohabitations aussi, mais on a toujours troisième, trouvé une solution. Mais la 5e, je ne pense pas qu'elle soit arrivée au bout, parce que quel instrument de travail exceptionnel pour un pays comme le nôtre, qui aime autant la politique, mais qui a aussi, sur un territoire qui n'est quand même pas aussi grand que la Russie, mais qui a autant d'approches, de formes, de pensée, de culture locale, de variété, de langue, que vous le disiez en commençant. Il fallait quand même quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que ça l'est. Bon, Macron n'a pas arrangé la situation. D'ailleurs, il n'avait pas été retenu pour ça, parce que c'est quand même un cadeau de Rothschild, comme il nous en a envoyé quelques autres dans le passé. Et celui-ci était très bien conformé, il pouvait plaire très largement, il a des moyens exceptionnels, c'est un beau garçon, il parlait remarquablement, il sait très bien... Vous le connaissez? Je le connais très bien, puisque je suis un des tout premiers à l'avoir vu quand je finissais le Tour de France à pied en 2013. Hollande m'avait invité à déjeuner et lui était là. Et il était beaucoup plus intéressé que Hollande par tout ce que j'avais fait. Le président Hollande. Mais vraiment authentiquement intéressé. Et oui, et d'ailleurs, j'ai cru que c'était un stagiaire de l'ENA, parce que moi, je voyais qu'il y en avait à la préfecture chez nous. Et je lui ai dit, mais tu es stagiaire à l'ENA, qu'est-ce que tu es intéressant? Il voulait savoir combien de monde j'avais vu, pourquoi j'avais eu l'idée d'appeler ça la marche. Après, j'ai mieux compris, hein, quand j'ai vu que quelques temps plus tard, il avait remplacé... Le brave ministre du redressement, il s'appelait celui-là, Montebourg, et qu'il est arrivé. Et puis, au bout de quelques temps, il a commencé à parler d'un parti qui s'appelait La Marche, et qu'on a vu des marcheurs. Vous voulez dire qu'il vous a copié? Il a tout pris. C'est votre marche à vous qui a fait En Marche. Exactement, il m'avait tout pris et je lui ai tout donné de très bon cœur, comme je l'aurais donné à n'importe qui, comme je l'ai donné à tous les journalistes qui m'ont demandé, parce que c'était un travail considérable, avec un travail de synthèse qui a été fait, que nous avons passé un temps fou. Mais quand j'ai vu les marcheurs, bon, j'en ai connu un, celui qui a marché peut-être le plus, il a fait 272 mètres, c'est-à-dire la distance entre le lieu de la réunion où il était et l'endroit où était stationnée sa voiture. C'est lui-même qui vous l'a dit. Il est devenu président de l'Assemblée nationale par la suite. Et il a fait pratiquement tout le mandat du président, le premier mandat du président Macron. Et c'était un homme, le breton, là, comment il s'appelait, de Clermont-Ferrand, non, pas Clermont, comment il s'appelait, le président de l'Assemblée, moi je l'appelais Ferrand. Ah, Ferrand. Ferrand. Ouais. Bon, un type brillant, au demeurant. Et que je connaissais très bien parce que du temps de Hollande... Mais alors, c'est pas le même type de marcheur que vous. Vous marchiez vraiment. Eux, c'était une idée. Mais ils n'avaient pas le temps de marcher. Et c'était simplement pour montrer ce long travail de réflexion sur la France, pour l'écouter, pour l'entendre. Et d'ailleurs, ça a toujours été la même histoire avec Macron. Après, il y a eu les gilets jaunes. Il a fait semblant d'écouter beaucoup. Oui, il y a eu une sorte de cahier de doléances qui ont été faits. Le soir où il devait nous publier les résultats de tout ça, Notre-Dame a brûlé. Et donc, il n'a pu rien dire. 1 heure avant, Notre-Dame a brûlé.
Donc, fini, Macron, les explications des gilets, donc des gilets jaunes. Donc, Macron a toujours été dans l'explication de quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Et sur Est-ce que lequel c'est il pas ne ça le connaissait rien. problème finalement? Alors ça, c'est un des problèmes. Mais il y a eu problème avant. Pour revenir à la cinquième, puisque c'était la question que vous posiez. Et vous avez été berger, vous êtes enraciné, vous avez une expérience politique, vous avez été maire, vous avez été député. Emmanuel Macron n'a rien de tout ça. Absolument. Et quand il vient vous parler, vous demander, parce qu'il s'intéresse à vous, est-ce qu'il est, vous le sentez authentique, vous le sentez, ou alors c'est quelqu'un qui surnage, qui est au-dessus de tout ça? Non, à l'époque, je le vois surtout comme un jeune homme qui est passionné, qui est très intéressé. Je vois très vite que ce garçon fera dans la politique et qu'il sera certainement à un très haut niveau. D'ailleurs, lors d'une de mes déclarations qui est télévisée, qu'on retrouve sur YouTube à propos du permis de conduire, Oui, qu'à l'époque on perdait pour 36 mois. que vous avez perdu. Oui, et je lui dis, d'ailleurs, vous êtes brillant, Monsieur le ministre, et je pense que vous n'allez pas tarder à mettre 2 valses au Premier ministre, et une au Premier ministre et l'autre au Président, dans peu de temps d'ici. Donc j'étais quand même, je voyais quand même le coup venir. Alors pour finir avec Macron, mais pour revenir à la Constitution, ce dont nous parlions, Oui. c'est tous les autres qui lui ont porté atteinte progressivement. D'abord parce qu'elle est basée sur l'honneur. Il faut des valeurs. Et l'honneur en est une. Et les Français aiment malgré tout cela, et la dignité. Et quand vous avez perdu, vous n'avez pas gagné. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? On a tordu la réalité dans tous les sens pour qu'au fond, eh bien, le vote des Français ne serve à rien. Alors ça nous a amené aux cohabitations. Donc, vous savez, le succès qu'elles ont eu et le bien qu'elles nous ont apporté. Et puis, maintenant, eh bien, progressivement, on a perdu l'électeur. Et on a fichu en l'air les partis traditionnels. Donc, maintenant, il faut presque être dans les extrêmes pour s'exprimer. Mais les extrêmes sont neutralisés aussi, c'est-à-dire qu'aucun ne peut véritablement émerger. Ce qui fait que dans ce tohu-bohu, il n'y a que les cris et les attaques personnelles qui font foison. Et ça, ce n'est pas la France. Donc je pense que rien n'est perdu, la France en a connu d'autres. Mais je pense qu'il faudrait... Vous êtes un quand même... optimiste? Oui, parce que, écoutez, lorsque l'armée française, la première du monde, celle qui a gagné 14-18, pas toute seule, mais qui a gagné 14-18, est fracassée en 14 jours au printemps Par l'armée 1940, on ne donne pas cher de la France. Mais quand on la retrouve 4 ans et demi, 5 ans plus tard, à la table des négociations, les Allemands sont dans le droit de se trouver mal. Ils n'en reviennent pas. Et lorsqu'ensuite le général en fait, grâce au Conseil national de la résistance, il a beaucoup travaillé aussi, et puis grâce à sa vision extraordinaire et à la Constitution, l'un des 5 membres permanents de l'ONU lui donne la force nucléaire, malgré les Américains et les Anglais qui n'en voulaient absolument pas, en fait la première puissance au niveau de la fabrication des automobiles, des trains, des avions, surclassant même au niveau des mers les Anglais. Voilà, la France est capable d'extraordinaires rebonds et est capable aussi de se faire beaucoup de mal lorsqu'elle n'a pas de berger à la tête et lorsqu'elle n'est pas guidée. Pour revenir à votre question. À propos du berger, c'était une définition du leadership par Nelson Mandela. Il disait il prenait la métaphore du berger en disant c'est celui qui a son troupeau devant lui, qui l'encadre de derrière, c'est pas la personne qui oppresse son troupeau, mais au contraire qui le guide. C'est Mandela qui disait ça. Et quelle simplicité, c'est Nelson Mandela que j'ai eu la chance de connaître avec mon épouse d'ailleurs, Pascal. Nous avions été fêtés tous les deux par Crans Montana l'année où j'ai fait le Tour de France à pied. Et j'avais été invité par cette organisation et il y était. Et bon, il allait vers la fin, mais cet homme
je pense que c'est un des grands modèles aussi de notre temps. Rester aussi souvent en prison et pardonner, c'est Ouais, c'est géolier. aussi quelque chose. Ouais. Et puis pardonner à tous ceux qui ont fait du mal, c'est extraordinaire. Mais il m'a parlé, parce qu'il m'avait vu, je ne sais, mais comme s'il m'avait toujours connu. Et mon père avait aussi une définition du berger. Mon père nous a toujours enseigné, à mon frère qui est berger aussi, et mes sœurs, que mais ces bergers, avec leurs us et coutumes, je les ai retrouvés à travers le monde avec l'association que j'avais, Peuples et Populations du Monde, ils étaient très cultivés. Et papa prétendait que dans l'Antiquité, déjà, il y avait eu des bergers sans moutons, de la même manière qu'il y avait eu des pêcheurs sans qu'on sache qu'on pouvait pêcher. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas euh, euh, tout ce dont on dispose aujourd'hui pour se prévenir de toutes les pestes qui pouvaient arriver, de tous les vents mauvais, de toutes les attaques dont on pouvait faire l'objet. Or, depuis l'humanité, ce n'est que ça, c'est des attaques, etc. Et il y avait ce qu'il appelait des consciences qui étaient chargées de sentinelles éveillées, des consciences bienveillantes qui veillaient sur les mers et sur la terre. Et c'est après que sont arrivées les brebis et qu'est arrivé le poisson. C'est ce qu'il nous avait toujours raconté, je pense que c'est un peu vrai. Et je crois que c'est une formidable, d'ailleurs, manière, avec celle de Nelson Mandela, de définir le rôle du berger. Alors, en tant que donc vous êtes président du mouvement Résistons, s'il se produit une nouvelle dissolution, est-ce que vous allez vous présenter une nouvelle fois? Quel est votre projet politique aujourd'hui? La dernière fois, vous nous avez annoncé chez Omerta votre candidature, d'ailleurs. Alors, d'abord pour les législatives, je n'ai pas pu me présenter la dernière fois grâce au vaccin Johnson, qu'on m'a administré le 30 juillet 2021 et qui m'a conduit 4 fois sur la table d'opération. Et la dernière fois, heureusement, c'est une chirurgienne de la clinique Ambroise Paré à Neuilly qui, au bout de 10 heures d'opération, m'a sorti d'affaire. C'est-à-dire, elle a rétabli la liaison entre les 2 oreillettes et le ventricule. Point. Et ensuite, là, je n'ai pas pu me présenter. Donc, il y a un jeune député qui s'est installé, ce qui est normal. Et je me suis présenté à contre-courant après, parce que j'étais malade d'être d'un seul coup plongé dans l'inactivité, mais malade. Hein. Et je me suis présenté à contre-courant une première fois pour les européennes avec les chasseurs. Alors, ce n'est pas que j'ai envoyé aux chasseurs, mais je dois reconnaître que je n'ai pas une admiration éperdue pour leur président Willy Schrem, qui m'a quand même abandonné la plupart de la campagne à payer. Bon, et malheureusement, c'est le soir où le Rassemblement national a tout nettoyé, au point que le président Macron, 23 minutes après... dissout l'Assemblée. Dissous. Et là, le 9 juin. Je fais une deuxième connerie à contre-courant. Je me représente aux législatives, alors que le jeune député est déjà installé, et je prends la plus grande branlée de ma vie. D'accord. Donc, je ne veux pas revenir. Donc on apprend à tous les âges. Voilà. Non, mais il faut savoir le dire. Oui, Personne ne vous dit ça. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Personne ne vous dit ça. Non, non. Mais par contre... C'est ça qu'on apprécie chez vous. Je pense que c'est... on n'avait pas besoin de le dire, je le savais. Hein. Mais, par contre, je verrai le moment venu, dans quel état je suis. Si je continue à récupérer la santé comme je la retrouve, peut-être que je jetterai un coup d'œil sur 2027. Parce qu'il faudrait quand même me reparler dans nos campagnes de France, de notre pays chéri, de son extraordinaire palette de possibilités, au lieu que de nous jeter de la merde à la gueule. Vous parlez de cette France que vous chérissez, qui semble aujourd'hui assez désorientée. Je prends en particulier cet événement qui a surpris tout le monde, qui était le casse du Louvre, qui a eu un effet psychologique désastreux. On a presque l'impression qu'il n'y a plus rien de sacré dans ce pays. Non, mais il n'y a plus rien de sacré non plus, à vrai dire. Et ça, c'est une longue démolition, déstructuration voulue, à mon avis,
intellectuellement pensée et mise en œuvre. Alors, il y a le fait qu'en dehors de ça, on n'a pas attendu 2025 pour voir des choses extraordinaires. Des cas, il y en a toujours eu. Oui. Et Mais là, celui-là, moralement, il vient encore plus C'est-à-dire plomber. qu'il On a vient l'impression. plomber. Très mauvais moment. Il vient plomber dans une ambiance que les Français n'aiment pas du tout, dans laquelle ils ne se retrouvent plus. Et plus que les problèmes sociaux, qui pourtant les angoisses, les problèmes de retraite, les problèmes économiques, il y a le déclassement de la France qui leur pose un grand problème. Parce qu'ils ont le sentiment de participer, d'assister, de vivre une époque où la France est en train de s'effacer de l'histoire et d'en sortir. Et ça, ils ne le supportent pas. Ouais. Comme en sorti jadis l'Espagne ou le Portugal ou la Hollande, voyez-vous. Ouais. Alors que nous sommes un des plus vieux pays du monde moderne. Parce que vous savez, je ne sais pas si ça a commencé avec Hugues Capet, avec Pépin le Bref, avec Charlemagne, mais enfin la France est quand même aujourd'hui, à part peut-être la Chine, parce que la Russie, il y a beaucoup à dire, l'un des plus grands, l'un des plus anciens pays du monde, avec le Royaume-Uni, qui a pourtant eu des hauts et des bas. Et quand on regarde une carte de géographie, on se demande comment deux petits pays qui tiennent aussi peu de place terrestre ont pu avoir une importance, une telle influence des siècles durant sur le monde entier, pour le meilleur ou pour le pire. La Révolution américaine, les penseurs français ont irrigué un peu tout. Le communisme, plein d'idéologies sont nées en France. Mais on a construit les États-Unis, hein. Bien sûr. On les a découverts. Bon, on a détruit toutes les braves populations qui étaient dessus. On a ramené tout l'or qu'on pouvait, mais on a construit les États-Unis. Comme on a construit le Canada, comme on a construit bien d'autres choses. Après, on a été débordés, dépassés. Mais c'est nos idées qui ont quand même toujours un peu surnagé. Et aujourd'hui, on n'est plus copains avec personne. Et ça, c'est tragique. Et nous perdons une totale influence de notre langue. Notre langue qui était apprise comme langue première en Russie, qui était apprise au Moyen-Orient, partout, au Orient. Moi, j'ai vu ces pays parler couramment français. Maintenant, c'est de l'anglo-dollar. Vous voyez, comme chez Globish, voilà, plus de français. Il arrive parfois, il y a quelques étincelles comme ça des gloires passées quand vous allez en Syrie ou quand vous allez dans des endroits comme ça, puis il y a des anciens qui sont là et puis ils s'aperçoivent que vous êtes français et ils se remettent à parler français. Et moi, ça m'est arrivé, c'est très émouvant. Par contre, ils n'ont pas transmis et la génération après ne l'a plus appris. Et la France a reculé et en Afrique, elle a disparu là aujourd'hui. Mais nous avons tout fait aussi pour, dans une espèce de, comment je devrais dire, de résignation à l'échelle de la planète pour que ça se passe ainsi. Quel intérêt y avait-il à parler de français dès lors que la France n'a plus eu de pensée, que la France est sortie de son non-alignement, que la France est devenue, pour le bien ou pour le pire, un des pays fondateurs de l'Union européenne qui aujourd'hui nous prive de toute parole publique. Nous ne pouvons plus rien faire si nous ne réunissons pas tous les 8 jours les 27. Qu'est-ce que vous voulez décider à 27? Que ce soit pour aller pour ou contre Poutine, pour ou contre Trump, on n'existe plus. Mais est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer cela? Alors vous avez 1000 fois raison. Beaucoup d'amis à l'étranger adoraient le français. Maintenant, ça leur revient comme des résurgences, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je raconte dans un de mes sketchs, puisque je suis... On va en parler de votre spectacle. J'ai découvert Moscou la même année que Gilbert Bécaud. Parce que j'ai un indice qui est absolument incontournable, c'est Nathalie. La fameuse chanson. Oui. Avec le café Pouchkine, qui d'ailleurs est né après de cette chanson à Moscou, qui n'existait pas. Il n'existait pas. Et on l'a créé. C'est les Français, ceux qui avaient fui la terreur rouge aussi là-bas, pour se réfugier à Paris, et qui sont repartis en Russie. Bon, on m'a expliqué ça dans tous les détails. Mais on parlait beaucoup le français en Russie à cette époque-là. Et j'avais d'ailleurs vu Gilbert Bécaud, je lui ai dit, j'aurais aimé écrire Nathalie. Et il m'avait dit, écoute mon cher, Nathalie
il y a celui qui l'a écrite et il y a ceux qui tentent d'essayer de la chanter. J'ai dit, tu as bien raison. Et on avait vérifié, on avait été tous les deux à Moscou en 1981 ou 82, je ne me souviens pas exactement. Donc à l'époque, il n'y avait pas quand même un grand monde qui s'y rendait marcher. Il avait été, mais lui il avait sa datcha voilà. sur la mer Noire. Et j'ai salué Léonid Brezhnev et j'ai chanté avec les chœurs de l'Armée Rouge. Oui, ça fait partie de votre spectacle. Alors parlons-en un peu de Non, mais restez sur... Je ne veux pas vous précipiter pour... Non. Ce que vous dites est très intéressant. Et je suis passionné par ce que vous dites, vous voyez. Écoutez, mais je ne veux pas vous accélérer. Moi, je trouve toujours, et ça, c'est en faisant pas mal de voyages dans toutes les... On va dire dans tous les coins du monde, qu'il reste une chose indestructible de la France, c'est quand on prononce le nom de Paris, même auprès de gens qui ne sont jamais sortis de leur pays, il y a un imaginaire, tout à coup, il y a une petite étincelle. Vous pouvez parler de Londres, de Berlin, c'est pas pareil. Paris, au fin fond de la Russie, au fin fond des États-Unis, il y a toujours quelque chose. Et alors, on n'ose pas dire ce qu'est devenu Paris à ces gens-là, avec les embouteillages, les travaux partout et la gestion de Madame Hidalgo. Mais il y a une magie qui reste.